Donc, bonjour à tous. Le collectif des métiers du lien et du soin, des essentiels des métiers du lien et du soin, excusez-moi, est heureux de faire cette visio et de vous accueillir. Et donc, je vais commencer par vous présenter le collectif. Notre collectif, les essentiels des métiers du lien et du soin, est un espace d'échange et de réflexion, de propositions et d'action. Il rassemble et informe et alerte les professionnels sur les problématiques de ces métiers dits essentiels. Le collectif a été créé le 5 mars 2022. C'est la date de l'importante mobilisation des métiers du lien suite à l'invitation du député François Ruffin et de Fakir pour l'événement Pas de présidentiel sans les essentiels. Les secteurs d'activité des métiers du lien et du soin sont nombreux et aujourd'hui, notre collectif axe ses réflexions et actions sur les métiers de l'accompagnement, des soins à domicile, les structures, les hébergements, l'école inclusive, les secteurs du nettoyage, les cellules et les transports scolaires. Et toi, qui es-tu, Alexis? Et moi, tout à fait, j'ai oublié l'essentiel, je vais me présenter. Du coup, je suis Alexis, je suis membre du collectif et je suis AESH dans le département de la Loire. Donc, AESH, accompagnement d'élèves en situation de handicap. Donc, c'est moi qui continue. Moi, c'est Laure Figueredo, cofondatrice du collectif des essentiels du lien et du soin. Je suis aide à domicile depuis 12 ans, aussi dans la Loire. Alors, pour commencer, je vous informe que cette vidéo est filmée, qu'il vous est possible d'éteindre vos caméras si vous ne désirez pas apparaître et que cette vidéo sera visible dans quelques temps sur notre chaîne YouTube qui est en création. On préviendra sur le collectif, sur la page Facebook du collectif quand ce sera mis en ligne et vous pourrez y retrouver les vidéos de toutes nos visios et de tous les sujets qu'on va aborder. Je vais continuer. Alors, pourquoi ces projets de visio? Ils sont motivés par plusieurs constats. Tout le monde est en manque d'échanges et d'informations claires, concrètes et fiables dans nos secteurs d'activité, d'où l'intérêt d'y remédier. Par des propositions ouvertes et interactives qui nous permettent de nous rencontrer. L'importance face aux urgences et aux souffrances de nos secteurs d'activité est de nommer, de croiser, de réfléchir ensemble à des solutions et motiver les collègues en fédérant et en nous rencontrant le plus possible. Nous sommes tous et toutes essentiels à la cohésion de notre société, que ce soit pour les enfants, les adolescents, les personnes âgées, les adultes handicapés, mais aussi pour les aidants, les familles et les proches. Je voudrais aussi vous présenter donc nos intervenants de ce soir. Ce soir, nous accueillons Véronique Daubas-Le Tourneux, sociologue, et Patrick Dubreuil, médecin généraliste et gériatre. Et d'ailleurs, je vais leur demander de se présenter. Mais avant de leur demander de se présenter, je voudrais vous demander, pour prendre la parole, de vous servir de l'icône pour lever la main. Maintenant, je vais laisser nos intervenants de ce soir nous présenter leur métier et leur champ de compétences. Merci, merci au collectif pour cette invitation à échanger ce soir avec vous. Donc, je suis Véronique Daubas-Le Tourneux, je suis sociologue et je m'intéresse aux questions de santé au travail depuis plus de 20 ans. Dans le cadre de différentes enquêtes que j'ai faites auprès de différents publics, on pourrait y revenir. Au niveau de mon emploi, je suis actuellement enseignante-chercheuse à l'École des hautes études en santé publique à Rennes. Donc, il y a à la fois un travail de recherche et puis un travail de formation et aussi un travail d'expertise. Je laisse la parole à Patrick. Donc, je suis médecin généraliste thésé depuis 1999. J'ai fait aussi une spécialité en gériatrie. Je travaille en gériatrie.
Et puis depuis un an, je suis donc collaborateur en pratique médicale de santé au travail. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme il y a un déficit de médecins du travail depuis plusieurs années, les services de santé au travail embauchent de plus en plus de médecins issus de milieux divers. Donc des médecins conseils, des médecins généralistes peuvent s'orienter plus facilement maintenant vers la médecine du travail. Donc on reprend des études qui durent 4 ans. Voilà, donc moi je suis en première année, là je passe en deuxième année. Et je suis inscrit à la faculté de santé d'Angers et je travaille dans un service interentreprise à Nantes. Le service, ça s'appelle le SSTRN, Service de santé au travail de la région nantaise. Donc c'est hors fonction publique, hors monde agricole et hors BTP. Hein, c'est tout ce qui est entreprise privée. Voilà. Est-ce que vous pourriez nous dresser un petit peu le fonctionnement de la médecine du travail? Alors, c'est peut-être. Alors, je ne vais pas vous demander en 5 minutes, mais J'avais préparé quelques. Je vous enverrai. J'ai écrit. J'ai fait un écrit des questions auxquelles j'ai pu répondre. Donc je vous enverrai ça après la fin de la réunion. Je veux bien vous présenter ce que c'est qu'une équipe de santé au travail. Et ensuite, je vous présenterai peut-être dans la conférence quelles sont, puisque ça a été la question 4, quelles sont les visites médicales qui peuvent être faites dans ces services. Alors, vous aurez remarqué que la législation ne parle plus de médecine du travail, mais parle de services de prévention en santé au travail, interentreprise, SPSTI, un service de prévention de santé au travail en interentreprise. Alors, c'est quoi une équipe de santé au travail? C'est des médecins du travail, ce sont de plus en plus des infirmières de santé au travail qui ont une formation assez courte, qui n'est pas tout à fait, comment dire, mise en place actuellement. Hein. C'est un peu le flou artistique au niveau de la formation des infirmières en santé au travail. Il n'y a pas vraiment enfin, il y a des formations pratiques, théoriques, mais voilà, il y a beaucoup de choses à améliorer de ce côté-là. Depuis, je crois, 2012 et une loi sur le travail, Véronique, tu me diras si je me trompe, mais donc il y a des nouveaux métiers qui sont apparus, il y a les conseillers en prévention ou intervenants en prévention des risques professionnels, donc IPRP, hein, intervenants en prévention des risques professionnels, il y a des assistants de santé sécurité travail, et puis évidemment on a des secrétaires d'équipe et des secrétaires médicales. Chaque médecin du travail, en principe, dans un service de santé au travail, a une secrétaire médicale à sa disposition, puisque les visites sont vraiment encadrées par le Code du travail. Donc ça, c'était la première chose que je voulais dire. Et puis, pour enchaîner sur la première question, est-ce qu'un médecin du travail peut faire des visites en entreprise suite à des problèmes qui lui sont remontés par les salariés? Je dis oui. Chaque membre de l'équipe de santé au travail, hormis les secrétaires, peuvent aller en entreprise de droit, selon le Code du travail, pour établir des documents légaux, qui sont des études de poste, notamment s'il y a des problèmes rencontrés par un salarié au travail, et 2, la fiche d'entreprise, qui est un document légal qui décrit l'entreprise de manière très précise en termes d'espace, de lieu, de nombre de salariés, de type de contrat, d'accidents de travail et de maladies professionnelles sur les 3 dernières années, etc. etc. C'est des fiches qui sont très très bien documentées. Notre rôle, alors autre élément légal, c'est les fiches de données de sécurité. C'est-à-dire que les produits qui sont utilisés dans l'entreprise, notamment par rapport aux risques chimiques, le fabricant, normalement, donne des fiches de données de sécurité que nous, on récupère, qu'on passe dans un logiciel, et après, on peut déterminer si ces substances sont cancérigènes, mutagènes ou reprotoxiques, un CMR. Et puis, on doit demander, nous aussi, en tant que médecins du travail et professionnels de santé au travail, aux employeurs leur document légal, notamment le document unique d'exposition au risque professionnel,
qui existe depuis les années 90, et puis le plan d'action qui va avec, quoi. Il ne suffit pas de faire un document sur les risques professionnels, de le mettre dans un tiroir et de ne plus en parler. Ça doit être quelque chose qui doit être vivant dans l'entreprise et notamment mis en place aussi avec les élus représentants du personnel. C'est un document légal qui incombe à l'employeur. Notre rôle aussi, c'est qu'on participe de droit aux réunions de CSE, les conseils social et économiques. Hein, c'est les anciens CHSCT. Et parmi ce CSE, il y a la commission santé, sécurité, conditions de travail, la CSSCT. Voilà. Et donc, parfois, on va au CSE, on assiste à tout le CSE. Donc, parfois, on assiste qu'à la CSSCT du CSE, qui peut être sur un temps plus réduit. Donc, nous, on est là pour faire tout ça, pour conseiller l'employeur, alors que l'inspection du travail, c'est plutôt un conseil, mais aussi un contrôle, et il a le pouvoir de sanctionner l'employeur en cas de manquement à ses obligations de santé et de sécurité auprès des salariés. Christelle, tu as levé la main? Vas-y. Alors, bonjour monsieur, c'est tout joli en théorie. Christelle, est-ce que tu peux te présenter? Alors, je m'appelle Christelle, je suis représentante syndicale dans la branche aide à domicile. J'ai travaillé 10 ans dans le transport scolaire et j'ai été déléguée dans le transport scolaire également pendant autant de temps. J'ai été élue de CHSCT, j'ai été élue de CSE, de CE, j'ai passé par tout ça. J'avais une question assez précise. Vous dites que vous êtes en charge des fiches de poste. Vous pouvez, vous avez dit vous pouvez, mais ce n'est pas fait systématiquement dans les entreprises, les fiches de poste. Pourquoi? Alors en fait, nous, ce qu'on peut faire, c'est quand il y a des problèmes, on va faire des études de poste. Hein, c'est-à-dire qu'on se déplace dans l'entreprise et on note pour un salarié qui a un problème, qu'est-ce qu'il fait concrètement dans la journée de travail. Évidemment, dans la fiche d'entreprise et dans le document unique, tous les métiers doivent être répertoriés avec également les activités qui sont faites. Donc, Oui. c'est fait quand même, normalement, c'est fait systématiquement par métier. Oui, En normalement. principe. Vous allez, par exemple, je vous donne un exemple, un garage automobile. Oui, mais Vous avez toute la partie administrative, commerciale, et vous avez la partie mécanique. Donc, Oui. dans la partie mécanique, il y a le carrossier, il y a le mécanicien, il y a, voilà. Et donc, tout est déterminé, les activités sont codifiées. Ça, c'est mis dans la fiche d'entreprise et donc dans le document unique avec les risques afférents à ces métiers. Après, s'il y a un problème sur un poste de travail, le médecin du travail ou le conseiller en prévention avec l'assistante santé-sécurité travail, donc l'un des deux où on peut y aller en équipe ou tout seul, on peut aller faire une étude de poste, notamment s'il y a une inaptitude envisagée à ce poste, par exemple. Donc voilà. Oui. Et je vais prendre un cas précis, comme ça on va pouvoir répondre précisément. Actuellement, dans une association que je connais, il y a eu une remontée à la commission santé et sécurité, comme quoi les intervenantes devaient faire une toilette à une dame qui ne bouge plus du tout, qui est alitée, dans un clic-clac, un canapé clic-clac. C'est très bas, c'est très difficile pour faire une toilette dans des conditions comme ça. Il n'y a rien qui est fait, alors à part avoir discuté en réunion, et où madame qui s'occupe de la sécurité, qui a été embauchée par l'employeur, trouve que de mettre des cales en dessous du canapé est intelligent, enfin pas moi, hein, mais rien ne se passe à part ça, quoi, je veux dire. Je veux dire, il y a des réunions qui sont faites, et pourtant nous avons le médecin du travail qui participe, hormis pour ce cas-là, il n'était pas là. Je veux dire, derrière, il n'y a pas de fiche de poste réelle en disant port de charge, etc., etc. Je vais vous donner un autre exemple. Donc, dans le transport d'enfants handicapés, on a quelquefois, on est amené à porter, or que normalement on ne doit pas porter, mais on est très souvent amené à porter pour faire du transfert d'un fauteuil pliant à un camion.
On a également des robes d'accès qui sont très lourdes et pas forcément automatiques, enfin électriques. Et à part après nous, parce qu'on a fait faire des fiches de poste par le médecin du travail, et sinon, il n'y avait rien sur les ports de charge, sur la pénibilité. Moi, je voudrais savoir comment on peut, et si on a moyen, d'obliger à ce que ces fiches de poste soient faites. Alors, pour répondre à la question, le premier cas, pour moi, il faut absolument un lit médicalisé, hein, c'est-à-dire Ah, ben oui, oui. un La lit ligne qui monte et qui qui se descend lève. pour Oui. améliorer le travail des soignants et des aides à domicile. Et la prescription du lit médicalisé relève du médecin généraliste. D'accord, mais il y a refus de la famille, donc il ne sera jamais prescrit. Oui, mais en principe, si la patient ou le patient est en affection de longue durée, c'est pris en charge à 100% par l'assurance maladie, notamment la Oui, location de lits médicalisés. Ça peut être sur 6 mois, sur un an. Normalement, c'est pris en charge par l'assurance maladie. oui, je sais, sauf qu'ils n'en veulent pas. Voilà, ils ne veulent pas chambouler leur appartement, ils n'en veulent pas. Ce n'est pas la responsabilité de l'employeur à l'obliger. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est là, il faut faire une étude de poste. Ah, voilà. Et sur l'étude de poste d'un salarié qui s'occupe de cette patiente, le médecin du travail peut indiquer nécessité d'un lit médicalisé, donc un aménagement du poste de travail. Et normalement, c'est annexe 4, qu'on appelle l'annexe 4 de la fiche comment dire, de l'attestation de suivi de la salariée. Cet Oui, cet aménagement s'impose, enfin, c'est un conseil qui normalement doit être suivi par l'employeur. d'accord. Pas une obligation. C'est fortement conseillé. Et le mieux, c'est que le médecin du travail, en principe, quand il y a un aménagement de poste, doit avoir un échange avec l'employeur. Donc, le médecin du travail doit appeler l'employeur pour discuter la mise en place d'un lit médicalisé. Et au besoin, il appelle le médecin traitant pour en discuter. Après, si la famille refuse, alors là, on est dans un cas bon, voilà, normalement, si la personne malade est en état d'exprimer sa volonté, elle peut aussi aller contre l'avis de sa famille. Enfin voilà, si c'est quelqu'un qui n'est pas capable d'exprimer sa volonté, je pense qu'on peut passer outre l'avis de la famille et imposer le lit médicalisé. Ça me semble d'une évidence. Enfin, En fait, je voulais vous faire vous rendre compte tout de suite de la réalité des choses parce que ça, des objections de la personne ou des familles parce que la chambre est trop petite et qu'on ne veut pas installer madame dans le salon ou monsieur dans le salon, etc., c'est tout le temps, enfin pas tout le temps, mais c'est au moins 40% des cas. Du fait, en réalité, les intervenantes se blessent, le dos continuellement, des lumbago, des ci, des là. On en arrive ensuite à des longs arrêts maladie qui pourraient être largement évités. Et sincèrement, je me creuse la tête à me demander pourquoi les ARS, je sais pas moi, le gouvernement n'impose pas systématiquement des lits médicalisés, des lève-personnes, des choses comme ça pour les intervenantes à domicile. C'est vraiment grave. Ça, c'est vraiment grave. Pour moi, il n'y a rien de fait là-dedans. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Hein. après, il y a la possibilité, bon, je pense qu'il faut discuter avec le médecin traitant et puis voir si vraiment les logements sont trop petits et que la prise en charge de la personne nécessite des moyens matériels ben voilà, on ne peut pas pousser les murs. Eh bien, l'entrée en institution me paraît une solution de dernier recours qui doit être discutée avec l'ensemble de l'équipe soignante, la famille, la patiente. Voilà, notamment donc à partir de 60 ans, effectivement. Ça Quand me on a paraît. un employeur enclin à la discussion. Après. Bon, je laisse la parole aux autres. Juste Merci. pour Tu peux, répondre à la deuxième question, pour le transfert, excusez-moi, de l'enfant handicapé dans le camion, etc. Là, il doit y avoir une étude de poste de fait sur le terrain. Oui, nous, on est obligé, dans l'entreprise où on travaillait, enfin, moi personnellement, j'avais un très bon rapport avec le médecin du travail, qui était une dame, et elle venait à nos réunions de CHSCT. Du fait, elle a fait tout ce qu'il fallait. Ouais, Franchement, d'accord.
C'était une très bonne. Ok. Merci. Peux-tu baisser ta main, Christelle, s'il te plaît? On va prendre Françoise et puis après on prendra, alors on va peut-être pas prendre les questions dans l'ordre. Véronique Dauba-Le Tourneux, malheureusement, va être obligée pour des questions de planning de nous quitter à 18h15. Donc, ça serait bien aussi, donc après l'intervention du coup de Françoise, de prendre une question qui concerne le domaine d'activité de Véronique. Donc, je te laisse la parole, Françoise. Oui, bonjour à tout le monde. Donc, moi, je me trouve en Bretagne, dans le Morbihan, Auray exactement, entre Vannes et Lorient. Et nous avons créé ici une association. Et notre spécificité, on va dire, c'est qu'on s'adresse à acteurs, les aidants familiaux, hein, les bénéficiaires, les intervenants à domicile, les aides à domicile, etc. Et les sociétés de services. Parce que pour nous, il nous semble qu'on a le même combat et qu'il faut qu'on travaille aussi avec les entreprises. Voilà. Donc, on est en association et puis je pourrais développer beaucoup, mais je crois qu'on va… Moi, je suis aidante, c'est-à-dire que j'ai ma maman qui a 98 ans, qui est chez moi, dont je m'occupe. On a un plan d'aide avec des aides à domicile. Donc, je les vois travailler tous les jours. Ça. Je passe la main. Véronique, tu avais noté des questions. Sinon, je vais les rechercher. Est-ce que toi, tu as… Alors, oui, j'ai noté les questions que vous m'aviez adressées. Donc, Ok. dans l'ordre, il y avait un questionnement sur le lien entre sociologue du travail et médecin du travail, puisqu'on est réunis aujourd'hui, Patrick Dubreuil et moi. Alors déjà, c'est intéressant parce qu'on a déjà travaillé ensemble tous les deux. Donc, je dirais que dans l'organisation de la santé au travail, avec donc les services de prévention santé au travail qu'a rappelé Patrick, le sociologue n'existe pas. Hein. C'est rare que les intervenants en prévention des risques professionnels soient des sociologues. On va retrouver des psychologues, des ergonomes, des ingénieurs chimistes. Et c'est vrai que le lien entre nos deux professions, nous, on l'a vécu dans le cadre d'un projet de recherche-action. Donc, un projet de recherche qui part d'une question de terrain et qui vise à co-construire en fait les questions de recherche, mais également le recueil d'informations qui permettent de produire de la connaissance. Et c'était un programme qui portait sur une profession particulière qui est celle des dockers. Donc, on n'est pas dans le champ du collectif les essentiels et en même temps, on est vraiment dans le champ du travail. Et c'était un questionnement qui portait sur en fait un besoin de connaître à quoi les dockers ont-ils été exposés tout au long de leur carrière, en fait, parce qu'il y a des soupçons en tout cas, il y avait des constats de survenue de pathologies importantes et notamment de nombreux cancers. Et la façon dont les sociologues et les médecins ont pu travailler en même temps, puisqu'à l'époque, Patrick était médecin généraliste, les sociologues ont mené des entretiens longs. Donc, nous, notre métier de sociologue, nos outils pour travailler, ça va être d'essayer de produire des connaissances pour mieux comprendre ce qui se joue au travail, ce qui se joue dans la survenue des atteintes à la santé liées au travail. Et pour cela, on mobilise différents types d'outils. On va regarder les statistiques produites, si on peut rendre compte de ce qui se passe au regard de ce qui est compté. Et je pourrais y revenir tout à l'heure parce qu'on voit que souvent tout n'est pas compté. Et puis, on a aussi l'outil de l'enquête. On peut mener des enquêtes, nos propres enquêtes, par questionnaire. Donc, ça va donner lieu à un traitement statistique. Et on fait aussi des enquêtes qu'on appelle qualitatives, où là, en fait, on va recueillir un matériau qui est la parole et l'expérience vécue des personnes qu'on va interviewer.
Et là, en fait, on a procédé pour ce travail, cette recherche-action sur le port de Nantes-Saint-Nazaire, à des entretiens longs auprès de dockers pour reconstituer finement l'intégralité de leur parcours. On a recoupé ça avec des indicateurs, enfin des sources de connaissances qui étaient des notes prises par les dockers eux-mêmes sur les chargements, déchargements au quotidien. Et puis, ensuite, on faisait analyser ces parcours par un collectif qui regroupait des experts, en fait, en mettant en évidence l'expertise collective. C'est-à-dire que personne à soi suffit pour comprendre un petit peu les expositions, mais l'idée, c'était de croiser les différents types d'expertise. Et dans ce collectif d'experts qui lisaient finement, qui analysaient ces parcours, on avait donc des médecins, on avait aussi des représentants de CHSCT, on avait des préventeurs, des chimistes, enfin voilà. Donc, c'est là qu'on a été amené à travailler ensemble sur un projet de recherche très intéressant avec le collectif de dockers. On travaille aussi, nous, en sociologie, souvent, enfin, on a besoin enfin, on peut interroger le travail du médecin du travail par la façon dont les travailleurs et les travailleuses vivent ce lien-là, et on voit qu'il y a une certaine ambivalence avec le médecin du travail. Il y a des rapports de confiance, mais il y a aussi des rapports de défiance qu'on observe, nous, dans nos travaux. Et puis, moi, je me suis aussi intéressée, pour compléter sur le lien sociologue et médecin du travail, comme dans mon travail, en fait, sur la santé au travail, je questionne aussi toute l'invisibilité, en fait, des atteintes à la santé liées au travail. C'est-à-dire que par les outils de la sociologie, j'essaie d'éclairer des angles morts de la connaissance. Et donc, c'est aussi un questionnement sur ce qui échappe à la connaissance et qui pourtant relèverait de problèmes de santé publique. Et du coup, l'une des obligations des médecins, qu'ils soient médecins du travail ou médecins généralistes, c'est aussi de faire un signalement des maladies à caractère professionnel. C'est-à-dire que le Code de la sécurité sociale inscrit normalement cette obligation de de signaler s'ils ont un patient en face d'eux qui ont un symptôme ou une maladie que le médecin pense être en lien avec le travail. Ils font ce signalement-là qui s'appelle le signalement des MCP, donc des maladies à caractère professionnel. Et donc, moi, j'ai pu réaliser aussi une enquête en Pays de la Loire auprès des médecins du travail des Pays de la Loire. Voilà, pour répondre à cette question sur les liens. Nous, ce sont des liens tissés par le travail de recherche. Est-ce que je continue, Juliette, ou je sais peut-être que… Je vois que Christelle a levé la main. Oui, j'ai une petite question sur ça aussi, peut-être au docteur ou à madame la sociologue, n'importe. Il y a des maladies professionnelles qui ne sont pas actuellement reconnues. Je pense à une qui est une maladie, qui est une bactérie qui est généralement attrapée par les soignants, le Clostridium difficile, qui d'ailleurs les aides à domicile peuvent attraper forcément puisque c'est souvent les personnes âgées qui sont atteintes de cette bactérie. Et je me posais la question, comment vous pouvez avoir du poids pour faire reconnaître ces maladies en tant que maladies professionnelles? Alors, Véronique, vas-y. Comme tu veux. Je démarre et puis je te laisse, je pense. Oui, vas-y, démarre. Alors, pour répondre de ma position de sociologue, moi, je ne peux pas du tout peser sur la reconnaissance en maladie professionnelle. En revanche, je peux travailler sur la façon dont se construisent, se créent, se modifient les tableaux de maladies professionnelles. Et là, il y a beaucoup de travaux de sociologues qui ont montré justement la façon dont une maladie professionnelle, elle est avant tout le résultat de négociations, voire de luttes. Il y en a qui parlent de négociations de marchands de tapis pour qu'un tableau de maladie professionnelle soit créé. Donc, nous, les sociologues, on va observer justement les controverses, la façon dont les différents groupes vont se positionner et argumenter. Et c'est vrai qu'il y a aussi là une évolution dans
Parce que les tableaux de maladies professionnelles, en fait, ce sont des décisions de l'État, mais qui sont très articulées avec le paritarisme. Tout ce qui relève de la santé au travail est très lié à cette logique paritaire de négociation entre représentants du patronat et représentants des travailleurs, des salariés. Et du coup, l'État, là, depuis 2019, a demandé à une agence qui s'appelle l'ANSES, qui est l'Agence nationale de sécurité sanitaire et de l'environnement du travail, de créer un groupe de travail qui va identifier en fait l'état de connaissance de la science sur une question particulière et de faire ce travail-là en vue ensuite que ce travail soit rendu public et que les partenaires sociaux puissent s'en emparer pour décider de la création d'un tableau ou de la modification d'un tableau. Et pour vous donner un exemple, il se trouve que moi, en tout cas, ce groupe de travail de l'ANSES, il est pluridisciplinaire. Donc, il regroupe à la fois des médecins, des épidémiologistes, des toxicologues, mais également des chercheurs en sciences sociales. Et on a rendu un rapport récent sur le lien entre pesticides et cancer de la prostate. Et il se trouve qu'il y a eu un tableau de maladies professionnelles créé pour le régime général. Donc voilà, mais ça ne va jamais être du lien direct. Mais on est de toute façon, enfin nous, ce qu'on peut donner à voir, c'est cette lutte très forte et cette logique qui va des fois aller vers une réduction en fait des chances d'être reconnues en lien avec des rapports de force. Enfin, si on voit des évolutions de tableaux comme le tableau 57 sur les troubles musculo-squelettiques, en fait, quand on regarde les évolutions au niveau historiquement, en fait, c'est de plus en plus compliqué de faire reconnaître un TMS par le biais de ce tableau. Mais je laisse Patrick compléter. En fait, pour répondre, pour répondre concrètement à la question, donc comme l'a dit Véronique, il y a 2 voies réglementaires de reconnaissance des maladies professionnelles. Les MCP, maladies à caractère professionnel, via le code de la Sécu, c'est pas très utilisé, c'est anonymisé, il me semble. Et finalement, ça ne débouche que sur des statistiques, mais pas sur une reconnaissance de la maladie professionnelle en tant que telle. Donc la deuxième voie dont elle a parlé, c'est les tableaux. Et par exemple, pour le Clostridium difficile, pour répondre à la question, le Clostridium difficile, c'est une bactérie qui se trouve dans les intestins et c'est une maladie en fait qui est liée aux antibiotiques. On recherche ça notamment à l'hôpital. Je me souviens en gériatrie, on le faisait assez souvent quand des patients étaient sous antibiotiques, qu'ils avaient une diarrhée. Donc on recherchait Clostridium difficile. Et le traitement de ce Clostridium, de mémoire, c'est de l'amoxicilline acide clavulanique. C'est encore un antibiotique. Donc voilà, c'est un peu compliqué à expliquer, mais toujours est-il que si vous avez des symptômes, une diarrhée, qu'on vous trouve du Clostridium difficile et qu'il y a eu un cas dans l'établissement ou authentifié au domicile d'un patient, vous pouvez tout à fait aller voir votre généraliste et lui demander d'établir un certificat médical initial de maladie professionnelle. Vous mettez diarrhée aiguë à Clostridium difficile de telle date. Et le médecin, son rôle, c'est de suspecter le lien entre cette diarrhée et votre travail. Et donc après, il y aura une enquête administrative de la Sécu pour déterminer si votre maladie diarrhée à Clostridium difficile est liée à votre travail ou pas, quoi. Et ça c'est très important de faire ça par le médecin généraliste, ce CMI de MP, certificat médical initial de maladie professionnelle, puisque si ça c'est pas fait, ça va passer, comme dit Véronique, dans le champ de l'invisibilité des atteintes à la santé liées au travail. Et donc, ça permettra peut-être de faire une jurisprudence, en tout cas, pour établir peut-être un jour un tableau risque biologique, Clostridium difficile pour les infirmières, les médecins, les aides-soignantes, comme il y a eu pour le Covid, même si le Covid, le tableau du Covid numéro 101, je crois, ou 100, était très restrictif. Mais c'était un agent infectieux, effectivement, que beaucoup de gens ont pu attraper au travail, à l'hôpital. Donc, c'est que par l'intermédiaire du CMI de MP qu'on peut avancer sur la liste des tableaux de reconnaissance en maladie professionnelle. Évidemment, le Clostridium difficile, actuellement, c'est une maladie hors tableau. Mais il n'empêche qu'il y aura une enquête en comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour établir le lien santé-travail. Et peut-être que s'il y a plusieurs cas, voire des dizaines de cas de Clostridium difficile
dans un coin, eh ben, peut-être que ça peut faire avancer les choses. Vous voyez, c'est comme ça que ça avance la reconnaissance des J'ai maladies tenté, hein, professionnelles. j'ai tenté de faire un signalement à l'ARS parce que l'employeur concerné n'a absolument pas voulu contacter le médecin de la personne atteinte. Et donc, de fait, il n'y a pas eu d'analyse de fait. Donc, aucun rapport écrit n'a pu être établi entre la personne atteinte et la personne contaminée. Euh, et de ce fait, j'ai tenté, mais en réalité, on m'a dit que c'était à l'employeur de signaler à l'ARS cette contamination, sachant que c'est très, très contagieux et que normalement, ça doit faire partir d'un signalement à l'ARS. Mais vous voyez, on est toujours bloqué par les employeurs. Je veux dire, les aides à domicile n'ont pas, eux, contact avec le médecin traitant en général. Hein, c'est les infirmières qui passent. Mais de fait, en fait, si c'est l'aide à domicile qui l'attrape, ben voilà, on ne fait rien. Et il faut quand même dire que cette bactérie-là, on ne sait pas en réalité quels dégâts elle fait sur un long terme. Et si elle va rester à long terme, et c'est très difficile à soigner, quelquefois il faut 2 injections d'antibiotiques et on n'est peut-être pas encore guéri. En tout cas, je parle du cas que je connais, toujours en souffrance avec ça, ça fait 1 an et demi. Et toujours pas reconnu en maladie professionnelle. Parce que maintenant, la personne est décédée. Ouais, c'est sûr que je pense qu'il faut absolument documenter les maladies infectieuses. C'est impératif. Sinon, ça ne Bah sera jamais oui, reconnu. Donc, il faut oui. documenter la source, enfin, la personne malade et le soignant qui l'a soignée. Après, ça, effectivement, comme vous le savez, les mesures barrières, les gestes barrières, les gants, port de masque, etc., quand on fait des soins potentiellement comment dire, transmissibles ou contagieux, doivent être effectivement faire partie des règles de base d'hygiène du travail de tout soignant et de Oui, toutes oui, les à domicile. il faudrait-il encore savoir que la personne a cette bactérie. Absolument, absolument. Là, ce n'était pas le cas. Véronique, tu veux rajouter quelque chose par rapport à ça? Bon, en fait, Ah, Patrick l'a précisé, c'est vrai que quand on sort du tableau, en fait, c'est compliqué parce qu'il faut apporter la preuve du lien. Et c'était pour aller dans son sens sur le fait que le fait de faire une déclaration, même si c'est hors tableau, donc c'est l'alinéa 6, si on n'a pas toutes les conditions du tableau, ou l'alinéa 7, s'il n'y a rien dans le tableau, mais qu'il y a un niveau de gravité important. L'enjeu, effectivement, c'est de faire connaître et pour reprendre le travail de l'ANSES, en fait, on essaie d'observer, on a des saisines précises et on étudie précisément justement les avis rendus par les C2RMP, donc les comités de reconnaissance, comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles. Donc tout ça est important et malheureusement, par contre, il y a une grande méconnaissance des médecins généralistes sur le fonctionnement de ce fameux certificat médical initial, quoi. Souvent, ils se disent, ils peuvent se freiner eux-mêmes en se disant, mais moi, j'ai pas la preuve, alors qu'on leur demande pas la preuve du tout de le faire. Donc, la MCP, c'est vraiment une logique de veille et d'alerte. Et là aussi, on en a besoin, puisque malheureusement, si on s'en tient à ce qui est seulement reconnu, en fait, on passe à côté d'énormément de pathologies. ok. Il y a Françoise qui proposait aux personnes qui sont présentes éventuellement de se présenter. Karine, Leïla. Moi, je me présente, Karine, je suis auxiliaire de vie depuis 14 ans. Je suis dans une association où je travaille dans le milieu rural auprès de personnes âgées. Et dans quelle région, Karine? En Loire-Atlantique. On prend une autre question. Celle que vous voulez, Véronique ou Patrick. Véronique, tu peux répondre aussi à des questions comme tu vas partir plus tôt que moi. Vas-y. C'est gentil, merci. J'en profite pour dire que je suis désolée de ce départ anticipé.
je vais prendre une question qui m'intéresse beaucoup. Un sociologue du travail peut-il aider les salariés à faire changer ses conditions de travail? En fait, je pense moi, ce qui m'a conduit à m'embarquer dans le métier de chercheuse, je travaillais, hein, j'avais un CDI, et ce qui m'a incité, c'était de produire, d'être dans une démarche de production de connaissances pour agir, donc une démarche de santé publique. Et du coup, j'ai choisi de m'engager dans un travail de thèse avec une sociologue qui était particulièrement impliquée à cette échelle-là, dans cette démarche-là d'être un chercheur, pas dans sa tour d'ivoire, mais un chercheur dans la cité qui essaie de contribuer à faire avancer les choses. Alors, est-ce que concrètement, je peux faire changer les conditions de travail? Moi, c'est très, très humble, en fait, ce que j'essaie de contribuer à faire avec d'autres chercheurs, et puis qui sont aussi dans d'autres champs disciplinaires, avec des médecins comme Patrick, et puis avec vous aussi. C'est en fait de donner à voir ce qui, dans le travail aujourd'hui, pose question. Et en fait, comme sociologue, l'idée, c'est de sortir d'une approche qui serait que la personne qui se blesse ou qui est malade ou qui est en souffrance, finalement, c'est un peu de sa faute, et donc d'avoir une approche un peu psychologisante. Et moi, finalement, avec ce que je fais en sociologie, l'idée, c'est de questionner beaucoup plus globalement, en fait, quelles sont les explications plus structurelles qui peuvent interroger la survenue d'atteintes à la santé liée au travail. Et donc, très modestement, mais c'est plus en contribuant au débat public que j'espère être en mesure de contribuer à des prises de conscience sur des éléments sur lesquels on pourrait agir. Pour reprendre tout à l'heure ce qui a été l'exemple donné par Françoise, je ne sais plus, non, c'était pas Françoise, c'était la personne qui parlait en fait de la nécessité de faire des études de poste quand on est à domicile. C'est vrai qu'il y a aussi, par exemple, dans les dimensions de l'organisation du travail qui apparaissent, quand on regarde comment surviennent les actions du travail, il y a la question du sous-effectif. Et c'est vrai que dans le travail à domicile, le domicile des personnes, c'est un peu compliqué de pousser les murs, et même des fois avec des équipements adaptés, en fait, le problème, c'est qu'il faudrait y aller à deux. Et donc, voilà, donc ça pointe aussi des enjeux de choix qui, là, vont renvoyer aux logiques des ARS, par exemple, hein, au système de dotation des services de soins infirmiers à domicile ou d'autres structures associatives. Enfin, voilà, donc on est dans des questionnements sur les leviers organisationnels, mais également politiques, qui vont générer en fait des situations de travail à risque. Donc voilà, cette connaissance-là, les études faites sur les atteintes à la santé liées au travail mettent vraiment en évidence cette question du sous-effectif, notamment dans vos professions de lien, d'aide à la personne, d'accompagnement. Donc l'équipement, oui, mais des fois, en fait, des enjeux d'organisation comme l'effectif jouent énormément. Il y a aussi la question du temps, du rapport au temps. Comment est-ce qu'on organise le temps? Quelles sont les marges de manœuvre en fait laissées aux travailleurs? Donc là aussi, on sort de l'approche qui sera technique avec la nécessité du lit médical, mais est-ce qu'il y a le temps suffisant pour faire le travail? Est-ce que les horaires coupés, par exemple, quand on regarde les statistiques dans le secteur du soin et de l'aide à la personne, en fait, c'est là que le taux d'accident du travail est le plus fort et est en augmentation. Et c'est vrai que dans les accidents du travail, il y a aussi des accidents de la route. Et la question des horaires coupés, là, typiquement, c'est des enjeux d'organisation du travail. Donc, qu'on essaye de poser, de mettre en exergue. Et parfois, en fait, ça peut générer en tout cas des actions
Mais je dis que voilà, on produit des connaissances parmi d'autres, mais si on prend la question des accidents du travail, le dernier plan santé au travail qui est paru pour les années 2021-2025 a inscrit un axe spécifique de prévention des accidents du travail graves et mortels. Alors après, on peut le discuter, hein, parce que tous les accidents du travail devraient être pris en charge en termes de prévention, hein. Mais voilà, donc c'est à ce niveau-là que les sociologues, en contribuant à mettre en évidence ces enjeux-là, de comment se situe le travail aujourd'hui, peuvent contribuer à identifier des leviers qui pourraient être des leviers d'action. Juste pour terminer, parce que je pense à un ouvrage qui n'est pas un ouvrage fait par des sociologues, mais par 2 ergonomes, qui vient de sortir, qui s'appelle « Le travail pressé ». C'est un ouvrage co-signé par Serge Volkoff et Corinne Godard, qui est très intéressant parce qu'à partir de leurs enquêtes, alors l'ergonome, lui, contrairement au sociologue, il va vraiment être dans l'étude de poste, dans l'analyse du travail réel, il va être beaucoup plus en situation d'intervention sur le lieu de travail, mais ils ont identifié dans tous les secteurs ce qu'ils appellent le modèle de la hâte. Et le fait d'être dans un modèle de la hâte, ça empêche en fait des stratégies de préservation de la santé au travail. Je te laisse la parole, Patrick. Tu peux répéter, s'il te plaît, Véronique, le nom du Le livre, ça s'appelle « Le travail pressé ». Pressé. Ah oui. Pressé. Et c'est de Serge Volkoff, V-O-L-K-O-2-F, et Sandrine Godard, G-A-U-D-A-R-D. Merci. Leïla, est-ce qu'on peut essayer du coup le son pour voir si c'est mieux? Tu m'entends? Oui. Tu m'entends bien? Oui, nous t'entendons bien, je pense. Oui? Bon, bah super, alors, tant mieux. Ouais, bah du coup, j'ai entendu en fait plusieurs choses, donc voilà. Après, je pense qu'au niveau présentation, bah, je me suis présentée. Je vois pas. Donc, tu étais aide-soignante, hein, c'est ça, Leïla? Oui. À l'hôpital? Ouais, par contre, voilà, en hospitalier. Sur différents services, nuit, et puis j'ai aussi, en fin de carrière, par inaptitude définitive, j'étais ASG, en fait. Donc, accompagnement personnes Alzheimer ou troubles cognitifs. Une autre façon une autre approche au niveau du soin. Et moi, il y a juste là, parce que c'est vrai que, bon, du coup, le temps que je me reconnecte, j'ai vu qu'il y avait d'autres sujets qui étaient passés. Il y a une chose que je voudrais indiquer, parce que, du coup, de par mon vécu, et puis pour avoir entendu plusieurs expériences, ah oui, je ne vous ai pas indiqué aussi, j'étais Sud Santé en niveau syndical. Je ne sais pas s'il faut vous le préciser ou pas. Donc, j'ai fait aussi des CHSCT au niveau de l'hôpital. C'est la notion de la reconnaissance de la maladie professionnelle, parce que dans certains cas, ça peut avoir un impact sur le psychologique si ce n'est pas validé, ou si le souci de santé vient et que ce n'est pas concrètement mis sur papier. En fait, moi, c'est ce que je disais quand ça a coupé. J'ai eu la chance, en fait, durant mes différents rendez-vous, que mon métier, que ça m'ait été nommé verbalement. En revanche, de l'ordre de l'administratif hospitalier, ça ne l'a pas été. Et je n'ai pas, pour différentes raisons, je n'ai pas contesté, parce que la lourdeur administrative, en plus de mon problème de santé, c'était très, 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 très lourd, en fait. Mais en fait, moi, j'ai quand même envie de dire que même si ce n'est pas écrit noir sur blanc, voilà, les conditions de travail et un ensemble d'éléments, parce que
C'est des métiers qui usent, quoi. Et Dire pour, dans quelle région tu te trouves ah oui, Loire-Atlantique. aussi. Non, mais Pardon, excuse-moi Leïla, vas-y. oui, pas de souci. Et du coup, oui, je rebondis aussi sur ce que j'ai entendu par rapport à la notion de matériel, moi j'appelle ça rapidité, d'effectuer les actes. C'est comment, par contre, excusez-moi, du coup, la personne qui est sociologue, ouais, effectivement, tous ces paramètres-là, le non-remplacement, comme pour les métiers du soin à domicile, le non-remplacement du personnel, donc du flux tendu, des équipes restreintes comme un dimanche en plein milieu de semaine, etc., etc. Ce qu'ils ont appelé, alors je ne peux plus vous le situer, hein, à partir de quand c'est arrivé, les procédures dégradées, c'est-à-dire en cas d'absence d'arrêt d'un soignant, le non-remplacement. Et donc, les procédures dégradées en pleine semaine, donc c'est-à-dire travailler en effectif de dimanche, mais en pleine semaine. Donc, effectivement, quand ça se cumule, de toute façon, il y a une usure et une fatigue, usure et fatigue certaine, en fait. Et ce n'est pas lié qu'au matériel. Alors, sur la notion du matériel, il y a aussi une notion qui est arrivée donc en structure, c'est la notion de la mutualisation. C'est-à-dire que c'est une catastrophe parce que d'un point de vue du matériel, il n'y a pas, ou il peut, par rapport à certains patients, ou par exemple, on va parler d'un lève-malade, je ne sais pas si c'est le terme que vous utilisez. Par exemple, on peut avoir nécessité d'un lève-malade, mais qui est, par exemple, sur un grand bâtiment, on va dire, personne âgée, qui va être à l'autre bout pas du service, mais à l'autre bout du bâtiment. Donc, il va arriver que du coup, le lève-malade ne sera pas à disposition et faire l'aller-retour à l'autre bout d'un bâtiment pour aller chercher, ça arrive que le travail soit fait sans matériel. Tout en sachant que s'il y a un problème et que le lève-malade n'est pas utilisé, c'est sur le soignant que ça retombe. Donc voilà. Merci Leïla. Je le tour. Je ne sais pas, toi seule le sais. Je ne sais même pas si j'ai dit bonjour, excusez-moi. Christelle, tu voulais intervenir? Oui, mais je ne sais plus. Alors, mais en tout cas, pour compléter ce que dit Laïla, il faut savoir que maintenant en EHPAD, pour le chronotemps, là, elles ont environ 10 à 12 minutes pour réaliser une toilette. Là, elles ont matériel parce que c'est en EHPAD. Elles ont même les lève-malades qui sont accrochés au plafond. Mais 10 à 12 minutes, quoi. C'est bien pire qu'à domicile. Hein. Ah oui, c'est ça que je voulais intervenir. Je voulais poser la question, je ne sais pas qui va pouvoir me répondre parce que je ne suis pas certaine que ce soit vrai. Quand, dans l'association où je m'occupe un peu plus ici dans le Nord, quand on demande un binôme, apparemment, ce serait à la charge de la famille de mettre une personne supplémentaire pour le réaliser le travail. Et ça, j'aimerais bien savoir si réellement c'est vrai, ça. Ou si c'est l'employeur qui doit envoyer 2 personnes et que c'est comme si c'était une personne. Enfin, je ne sais pas si je me fais comprendre. Est-ce qu'il faut vraiment que la famille paye la 2e intervenante quand il y a besoin d'un binôme? Ce serait aberrant. Pour moi, ça relève de l'organisation du travail et donc c'est à la charge de l'employeur. Ouais, Et, ça. parce que ça m'est déjà arrivé, moi, de demander
Alors, c'est très compliqué, hein. Rapidement, j'ai eu le cas d'une salariée aide-soignante dans un EHPAD euh, d'origine africaine qui avait eu une laparotomie pour une tuberculose abdominale. Laparotomie, c'est une cicatrice verticale du ventre, hein. Mhm. Et donc, au niveau des tissus profonds, ça demande 12 mois de cicatrisation. Donc, du coup, je voulais, au bout de 4 mois, elle avait envie de retourner travailler, donc je lui ai dit, j'ai fait un aménagement en disant à l'employeur, bah, par écrit, il faudrait peut-être qu'elle travaille en binôme pour certaines tâches, notamment les tâches de transfert, etc. Voilà, tout ce qui est port de charge. Et ça a été impossible parce qu'il y a le sous-effectif. Et du coup, après échange avec l'employeur, finalement, j'ai envoyé un courrier à son médecin traitant, à la salariée, en disant, bon, vous la prolongez en arrêt de travail, en arrêt maladie, voilà, pendant encore 2 mois, 3 mois, et puis donc, parce que l'employeur ne pouvait pas assumer les tâches en binôme dans cet EHPAD-là. Donc, en fait, ça, c'est de l'organisation du travail. Ça dépend de l'employeur et des effectifs qu'il a à sa disposition. Ouais, Et voilà, c'est une négociation qui a lieu entre le médecin du travail, la salariée, l'employeur, éventuellement le médecin et traitant. beaucoup d'employeurs qui ne veulent pas payer 2 employés pour aller au même Ben endroit. oui, mais Donc, c'est c'est un vraiment, hein, vrai problème. C'est un vrai problème. c'est Moi, je le pense- frais qui l'explique. Honnêtement, bah, moi, c'est ce que je voulais indiquer aussi sur certaines. Bah, tout à l'heure aussi, j'ai entendu parler de travail en binôme. Donc, ce que j'ai pas dit, c'est que j'ai bossé en 20 ans. 20 ans de carrière et que effectivement, même en interne, en hospitalier, toutes les possibilités de travailler en binôme, donc aussi pour le confort du patient en priorité, c'est devenu quasi impossible. Mais là, je trouve que c'est là, c'est un point de vue personnel, c'est une aberrance de se dire que euh, s'il y a besoin d'un binôme à domicile, c'est que la santé de la personne le nécessite. Mm. Bah ouais, Absolument. c'est affolant, quoi. Véronique, parce que je vois que l'heure tourne et que du coup tu vas devoir bientôt nous quitter. Est-ce qu'il y a une autre question à laquelle tu souhaites répondre? Ou pas une question, mais que tu souhaites intervenir Il me semble que sur les questions, ça recoupait un petit peu ce qu'on a pu voir. Non, moi, ce serait souligner le fait que dans ces questions de sous-effectifs, en fait, on est aussi ça renvoie à des contradictions, en fait, parce que d'un côté, on nous parle du virage ambulatoire, on a une évolution du système de santé qui vise à maintenir les personnes à leur domicile le plus longtemps possible. Et à côté de ça, je pense qu'il y a aussi des structures qui sont, elles sont soumises en fait à l'autorisation de l'ARS par rapport à la gestion de leur budget. Enfin, du coup, il y a des questions de moyens à mettre en place pour accompagner au mieux la santé des personnes qui en ont besoin, mais également la santé de celles qui s'en occupent. Et c'est vrai que, je pense que cette contradiction-là, elle est forte. Et un collectif comme le vôtre, je pense que c'est aussi rappeler ce mot essentiel, il me semble important, parce que il y a vraiment, ce côté essentiel et populationnel, quoi. C'est ça qui me semble être important, c'est de mettre en visibilité et ce qui pourrait conduire les familles à se mobiliser aussi. Je me dis, les familles, elles subissent ça quand elles voient qu'il n'y a pas assez de personnes pour bien faire le travail. Et du coup, je pense qu'il y a vraiment un enjeu de mettre en visibilité ce travail essentiel du lien, ces métiers du lien. Et donc, voilà, vous souhaitez une bonne continuation et vous dire que voilà, c'est important. C'est important ce genre d'échange et ce que vous mettez en avant. Mais voilà, j'espère avoir apporté un peu d'éléments de réflexion, mais je serais ravie de prolonger à une autre occasion.
Alors moi, je voulais dire que j'aimerais bien que tu dises toi-même d'ailleurs, que tu as donc nous, on a le collectif, on a communiqué sur ton livre, hein, aussi bien sur Twitter que sur Facebook, et que tu as obtenu un prix cette année. Donc, si tu peux en dire quelques mots. Et moi, je souhaitais te remercier en mon nom propre et en celui du collectif parce que tu as invité la conférence gesticulée lors de la sortie de ton livre. Et du coup, ça a permis au public qui était là de connaître un petit peu plus et de débattre ensuite sur des réalités du métier d'aide à domicile et auxiliaire de vie. Donc, je te laisse du coup peut-être parler de ce prix que tu as reçu et peut-être des répercussions qu'il peut avoir pour nous toutes et tous. Merci. C'est vrai que je ne suis pas sur les réseaux sociaux, donc je n'ai pas, j'ai pas vu que vous en aviez parlé. Oui, c'est un livre qui reprend différents travaux que j'ai réalisés sur les accidents du travail qui donc a comme sous-titre Des morts et des blessés invisibles. En fait, c'est un livre que j'ai écrit à la demande de l'éditeur Bayard. Donc, c'est un livre très bien diffusé auprès de publics variés. Et moi, je trouve que c'est aussi intéressant de donner à voir des résultats de recherche et de sortir de publications qui seraient vraiment très spécialisées. Et ce livre-là, il est construit en laissant beaucoup de place à la parole recueillie auprès des invisibles. C'est vrai que souvent, les connaissances qu'on a des accidents du travail, quand on regarde les chiffres, ils sont fondés sur la déclaration, les 5 lignes remplies par l'employeur, c'est très, très ténu. Alors qu'en interviewant et en suivant pendant plusieurs années des victimes d'accidents du travail, à la fois, ça donne un éclairage sur ces questions d'organisation du travail dont on a un peu parlé, mais également sur le devenir après l'accident du travail, sur la façon dont dans le temps du parcours, en fait, se blesser au travail, même si c'est pas vu comme un accident grave, ça peut avoir des conséquences malheureusement importantes sur la fragilisation du parcours. En fait, on peut revenir trop tôt et subir une rechute, enfin, et même on peut acquérir un handicap lié au travail. Donc, dans ce livre-là, j'ai aussi souhaité mettre en évidence cette question-là de l'invisibilité du devenir après l'accident du travail. Et donc, le prix, ça permet une belle reconnaissance aussi du livre. Ça s'appelle le Grand Prix de la protection sociale. Et c'est un prix qui est co-porté par l'École nationale de sécurité sociale et la Caisse des dépôts, la direction des politiques sociales de la Caisse des dépôts. Et du coup, c'est vrai que je trouve que c'est aussi intéressant qu'ils s'intéressent, enfin, ce qui a été dit lors de la remise de ce prix, c'est qu'ils ont besoin de connaître les parcours, ils ont besoin qu'on incarne les politiques publiques. Et c'est-à-dire qu'en fait, on était 2 colauréates. Le deuxième ouvrage qui a eu le prix avec le mien, c'est un ouvrage qui porte sur les questions de handicap et de parcours de personnes en situation de handicap. Et ils ont vraiment insisté, enfin, c'était un échange intéressant sur justement ce besoin exprimé donc, par des personnes qui sont plus aux fonctionnaires sur la nécessité d'incarner ces politiques-là. Et donc, ça rejoint aussi ce recueil d'expériences de terrain que nous, les sociologues, on mène de manière un peu scientifique et cadrée dans des protocoles d'enquête, mais que vous faites aussi, que tu fais, Juliette, par ta conférence gesticulée, ce que vous faites avec le collectif. Je pense que c'est vraiment très important parce que l'invisibilité, elle est à la fois dans l'absence de données, dans des statistiques qui sont lacunaires, mais également dans l'invisibilité des femmes et des hommes au travail. Donc, merci d'avoir parlé du bouquin. Et c'est vrai que c'était une belle occasion de rencontre entre nous, Juliette. Alors moi, j'ai juste un petit mot. J'ai lu ton livre, Véronique, et c'est vrai que j'ai trouvé que c'était un livre très émouvant dans le sens des témoignages, effectivement, notamment des métiers qu'on ne connaît pas beaucoup, comme les métiers de marin, qui sont
assez dangereux. Et en reprenant tous ces parcours de vie, ben voilà, tu mets en évidence ce que le travail peut en même temps émanciper, mais surtout comment il peut détruire avec la répétition des accidents du travail, détruire ben voilà, non seulement la victime, mais aussi les familles qu'il y a autour, quoi. Ben voilà, et ça, on n'en a pas souvent conscience. Voilà, donc je trouve que c'est un livre qui est absolument, voilà, qui est un très beau livre et nécessaire, utile. Ouais. Ben, merci. Et c'est vrai que je pense qu'on est vraiment dans des questions de justice sociale quoi, derrière ça, parce que les inégalités, elles se construisent au travail, mais également dans les conditions de vie, dans la possibilité de protéger sa santé, sa sécurité, puis dans ce que ça génère après au niveau même des conditions de retraite. Hein. C'est une des enquêtes que j'ai faites là, auprès d'accidentés graves. Disait, ben oui, mais moi, j'ai pas la même retraite après coup parce que mon arrêt de travail, voilà, il y a des répercussions qui se prolongent. Ben, merci beaucoup. Et puis bonne fin de visio à toutes et tous. Je ne sais pas si non, il y a au moins deux hommes, mais je ne vois pas tout le monde. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci à toi. Au revoir. Merci à vous. Patrick, est-ce que tu veux prendre une des questions parce que c'est vrai qu'il y avait plus de questions qui t'étaient adressées aux médecins du travail qu'à la sociologue. Oui, je vais essayer. Alors, je sors d'un Covid un peu long et sévère, et donc du coup, je tousse un peu, donc j'espère que je ne vais pas trop tousser. Moi, je voulais vous parler, puisque la question était posée, des visites. Qui est à l'origine de la demande de visite médicale, l'employeur ou le salarié? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux types de visites. Il y a des visites à la demande de l'employeur ou du salarié, et il y avait des visites systématiques. On va commencer par les visites à la demande. En fait, tout salarié peut demander une visite dans un service de santé au travail à n'importe quel moment de son parcours professionnel, et sans que l'employeur soit au courant. Hein, donc ça, c'est pas parce qu'il y a des visites systématiques qui se sont élargies tous les 2 ans, tous les 5 ans, que vous ne pouvez pas aller voir la médecine du travail. Voilà. Donc vous avez le droit d'y aller, vous téléphonez à votre service de santé au travail et vous y avez le droit à n'importe quel moment, sans forcément que l'employeur soit au courant. D'un autre côté, l'employeur peut aussi demander une visite en service de santé au travail pour un de ses salariés dont il pense que l'état de santé peut perturber son travail. S'il l'estime nécessaire, mais dans ce cas, l'employeur doit obligatoirement informer le salarié par écrit du motif de la visite. Donc ça, c'est important à savoir. Un employeur ne peut pas vous envoyer en médecine du travail sans qu'il vous ait informé par écrit du motif de la visite. Et notamment, ça peut être important, notamment dans les suspicions d'addiction à des produits comme l'alcool ou d'autres drogues, par exemple. Maintenant, dans les visites systématiques, il y a une visite qui est assez peu connue et que les salariés n'utilisent pas assez, à mon sens, c'est la visite de pré-reprise. C'est quoi une visite de pré-reprise? C'est une visite dans un service de santé au travail quand le salarié est en arrêt de travail. Quand un salarié est en arrêt de travail, sur le plan légal, il y a une suspension du contrat de travail. Et donc, l'employeur n'est pas au courant, ne doit pas être au courant forcément que le salarié va voir le médecin du travail. Ou l'infirmière de santé au travail aussi, ça peut être. Donc, cette visite de pré-reprise peut être demandée donc, soit à la demande du salarié pendant son arrêt, soit à la demande du médecin traitant ou du médecin conseil de la caisse d'assurance maladie. Et notamment, après 1 mois d'arrêt de travail, enfin la loi, elle a changé récemment, là, cette année, alors j'ai pas eu le temps d'aller la chercher précisément, mais au bout d'1 mois, vous pouvez demander une visite de pré-reprise, et c'est, je crois, obligatoire au bout de 2 mois, mais il faudra vérifier. Je vous ai. Alors, la visite de reprise à la médecine du travail est obligatoire au bout d'1 mois d'arrêt. J'y viens. Voilà. Et les visites de pré-reprise, moi, en tant que délégué syndical, je le fais faire systématiquement si les salariés sont en contact avec nous. Systématique. Je trouve ça très, très bien.
Donc la visite de pré-reprise est importante pour préparer le travail, pour préparer la visite de reprise aussi. Donc comme je disais, l'employeur n'est pas obligatoirement averti, mais il peut être averti par le médecin du travail et recevoir la fiche de pré-reprise si le salarié l'autorise, hein, à la suite de la visite avec le médecin du travail. Donc souvent, quand on veut préparer une reprise de travail, on demande au salarié s'il est d'accord pour qu'on prévoit les possibilités d'aménagement ultérieures. Donc on peut informer l'employeur si le salarié est d'accord. La visite de reprise, par contre, c'est à l'initiative de l'employeur. Et elle est obligatoire, soit le jour de la reprise, et en tout cas dans les 8 jours maximum après la reprise du travail. Donc ça, c'est indispensable. Ensuite, les visites systématiques en suivi individuel, donc depuis 2012, hein, de mémoire. Et vous avez tout ce qui est examen médical d'aptitude à l'embauche ou examen médical d'aptitude périodique, tous les 2 ans, pour les personnes bénéficiant d'un suivi individuel renforcé. Ça s'appelle un avis d'aptitude, qui n'est pas un certificat médical. Un avis d'aptitude est remis au salarié et à l'employeur. Sur un avis d'aptitude, encore une fois, on ne met pas d'éléments médicaux, hein, donc ce n'est pas soumis au secret professionnel puisque c'est transmis à l'employeur, contrairement à un certificat médical. Pourquoi je parle du CIR? Parce qu'il y a une distinction entre ces visites-là et les autres visites non CIR. Les autres visites non CIR, donc qui ne sont pas en suivi individuel renforcé, c'est ce qu'on appelle le suivi individuel, c'est tous les 5 ans. Ça s'appelle des visites d'information et de prévention initiale ou les visites d'information et de prévention périodiques, donc tous les 5 ans. Et ce n'est pas un avis d'aptitude qui est remis au salarié, mais une attestation de suivi, remis au salarié et à l'employeur. Donc tout ça, c'est très variable en fonction des métiers. Il y a des listes qu'on a au travail qui sont mises à jour régulièrement, y compris en interne dans notre service. Par exemple, le CIR, ça concerne qui en suivi individuel tous les 2 ans? Ça concerne tout ce qui est industrie métallurgique, chimique. Ça concerne les infirmières qui sont soumises au risque biologique, les aides-soignantes qui peuvent réaliser aussi des soins. Voilà, donc c'est lié aussi au rayonnement ionisant, donc soit dans le nucléaire, soit tout ce qui est manipulateurs radio, vétérinaires ou assistants vétérinaires qui font des radios. Ça peut être les soudeurs qui sont soumis aux fumées de soudage. C'est tout ce qui concerne les certificats d'aptitude à la conduite d'engins moteurs, hein, vous savez, dans les entrepôts, le permis CACES, hein, tout ce qui est engin élévateur de palettes. Ça, c'est tous les 2 ans. Et puis tout ce qui est habilitation électrique, hein, tous les gens qui interviennent sur les transformateurs électriques, le milieu hyperbar, etc. Le suivi individuel simple, ce sera le secteur tertiaire, administratif, les aides à domicile, qui ne sont pas forcément exposées au risque biologique. Alors, tout ça, ça se discute, hein, c'est en fonction des évolutions des métiers aussi, hein, puisque maintenant, effectivement, depuis plusieurs années, il y a des délégations de tâches et des pratiques avancées qui font que des tâches qui étaient autrefois faites par les médecins sont maintenant faites par les infirmières. Des tâches qui autrefois étaient faites par les infirmières sont faites par les aides-soignantes. Des tâches autrefois faites par les aides-soignantes sont faites par les agents de services hospitaliers, etc., etc. Donc tout ça, ça peut se discuter. Et puis, il y a des suivis individuels adaptés tous les 3 ans pour les travailleurs handicapés. Pour le personnel de nuit aussi, je crois, de mémoire, mais à revérifier. Et puis pour les mineurs ou apprentis mineurs, c'est en général tous les ans, hein, parce qu'ils sont quand même fortement exposés au risque professionnel d'accident du travail notamment. Voilà. Et puis enfin, il y a un dernier type de visite, c'est la visite d'inaptitude au travail qui est obligatoire. Voilà, c'est le code du travail. Et ce qui est obligatoire, c'est que avant cette visite, il faut que la fiche d'entreprise soit à jour. Il faut avoir obligatoirement un échange entre le médecin du travail et l'employeur. Alors ça peut être une visite dans l'entreprise ou un échange téléphonique. Et l'étude de poste aussi est obligatoire avant de réaliser un avis d'inaptitude. Voilà pour les visites. Si vous avez des questions. Il y a Alexis qui a levé la main. Hop, je mets mon micro. Alors moi, comme j'ai dit tout à l'heure, je suis donc un SH et je dépends du coup de l'éducation nationale. Et du coup, nous n'avons pas de médecine du travail. Donc, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est déjà légal? Alors, dans la fonction publique,
il n'y a pas de médecine du travail à proprement parler, mais il y a ce qu'on appelle la médecine de prévention. Et en principe, vous devriez avoir eu une visite d'embauche avant de commencer votre travail. Oui, Ou j'en ai dans eu. les délais, je ne sais plus, c'est dans le mois ou dans les 2 mois qui suivent, ou les 3 mois qui suivent le début du travail. Hein. Je ne connais pas trop la législation dans la fonction publique. Mais effectivement, il y a une démographie du médical en médecin de prévention qui est très, très basse dans la fonction publique. Et c'est un vrai problème de santé publique, à mon avis. Je Et confirme. la question qui peut se poser par rapport à la visite, c'est donc vous êtes contractuel ou titulaire? Alors moi, je suis pas fonctionnaire, hein, mais je suis CDIsé, du coup. CDI? Bah, de Ouais, j'ai un toute CDI façon, dans la fonction. il y aurait dû avoir visite Alors j'en ai avant eu une quand l'embauche. j'ai commencé il y a 8 ans, et après, j'en ai pas eu Ah depuis. bon? Donc depuis 8 ans, aucune visite. Aucune. Donc je vous invite à C'est contacter ouais. l'Éducation nationale et à contacter le service de prévention et à exiger une visite médicale. Ouais. D'accord. D'autant que, parce que là, depuis le début, on parle prioritairement des problèmes physiques, mais on sait très bien que, alors, dans le maintien à domicile, les soignants et puis je dirais dans tous les métiers, il y a aussi des troubles psychologiques, enfin des problèmes psychologiques, et on sait que les AESH, ils ont une charge mentale et ils ont voilà, le fait de s'occuper d'enfants autistes sans formation. Nous, au sein du collectif, on connaît quand même un petit peu maintenant, et grâce à Alexis et à Floriane, entre autres, voilà les problèmes relatifs à leur métier. Donc, cette charge mentale, et ces troubles qui peuvent survenir à cette charge, ils sont en fait, apparemment, d'après Alexis, puisque tu n'as pas eu de visite depuis 8 ans, ils ne sont pas pris en compte du tout. Je confirme. Quand je vois, moi, il y a quelques années, quand je vois la présence infirmière sur l'établissement, sur son lycée, euh, je pense que c'est un peu comme à l'hosto, c'est un peu comme dans plein d'endroits, les médecins du travail, ça doit être compliqué, je pense. Alors on peut enchaîner sur la dernière question qui était posée, c'est-à-dire pourquoi dans le secteur du maintien à domicile très accidentogène, il n'y a pas de visite médicale annuelle par la médecine du travail. Alors je vous ai exposé la périodicité des visites actuelles selon le Code du travail. Et pourquoi ces visites ne sont plus faites systématiquement par un médecin mais par des infirmières? En fait, effectivement, c'est un vrai problème. L'espacement des visites est lié à la baisse de la démographie médicale en médecin du travail. Mais il existe le même problème dans d'autres spécialités. Hein. Quand vous voyez ce qui se passe en médecine générale, où il y a 7 millions de Français qui n'ont pas de médecin traitant, en ophtalmo, les délais se rallongent. On pourrait égrener comme ça un certain nombre de spécialités médicales, qui est lié en fait à une faute politique assez lourde d'il y a à peu près dans des années 80, où finalement les gouvernements ont baissé le nombre de médecins hein, via le numerus clausus à l'entrée des études médicales, afin de baisser les prescriptions, croyant que les dépenses de santé allaient baisser automatiquement. Hein. C'était pour réduire le fameux trou de la Sécu. Puis en fait, c'est une erreur fatale parce que les malades, eux, n'ont pas disparu. Au contraire, la société a vieilli et avec le vieillissement démographique de la population, eh bien, on a assisté à une explosion des maladies chroniques et également en raison de l'environnement pollué des maladies chroniques, donc cardiovasculaires, les cancers ont augmenté également, ainsi que les pathologies neurodégénératives et psychiatriques. Donc, les entrées en ALD, en affection de longue durée, ont explosé. Et puis, les maladies épidémiques sont réapparues, hein, le SRAS, le Covid. Et donc, finalement, aujourd'hui, la population en paye le prix en termes de morbidité et de mortalité. Hein, c'est-à-dire, la morbidité, c'est le mauvais état de santé tout au long de la vie. Hein, donc, les gens, même s'ils meurent plus tard, mais ça dépend des catégories sociales et professionnelles, eh bien, sont en moins bonne santé, voilà, selon les métiers également.
Et de plus en plus, les infirmières et aussi les pharmaciens sont présents dans diverses spécialités médicales, c'est-à-dire qu'avec les pratiques avancées, en équipe de santé libérale également, et en délégation de compétences, eh bien, voilà, elles font des vaccinations. Les pharmaciens font un temps des vaccinations. Les infirmières en santé au travail font aussi de l'éducation et la prévention à la santé, puisque la loi impose également maintenant de rajouter encore une couche. Non seulement on fait de la santé au travail, mais on fait encore, ça va être inscrit dans la santé publique. Mais évidemment, le problème, c'est qu'on nous met des couches supplémentaires de tâches à faire, sans moyens supplémentaires, y compris dans les services de prévention de santé au travail. Et là, c'est un vrai problème également. Je pense qu'actuellement, en médecine du travail, moi je dis toujours médecine du travail, on n'a pas les moyens de bien faire notre travail, en fait, puisqu'on a beaucoup de salariés à suivre et avec peu de moyens humains. Voilà. Ouais, Du je pense fait de cette baisse d'entrée dans les professions médicales et paramédicales qui date des années 80, quoi, en fait. Mais du coup, bah, parce que oui, l'impact d'un point de vue des travailleurs, c'est quand même qu'il y a une moindre surveillance en termes de santé, par Absolument. exemple. Ce qui est plus grave aussi, c'est que la transformation des CHSCT en CSE prive ces instances de pratiquer notamment des études toxicologiques dans les milieux de travail, Mm. puisque il y a moins d'élus présents dans les CSE, donc moins de possibilités de faire des études. Donc voilà, c'est très très compliqué. Et voilà. Bah, à la limite, même pas que les études, c'est aussi faire respecter les obligations vis-à-vis des Ah, salariés. je peux Françoise, tu intervenir. as… Attends, parce que je crois que Françoise va peut-être nous quitter, donc vas-y Françoise. Je ne voulais pas partir sans vous dire bonsoir à vous tous. J'ai trouvé que c'était très intéressant. Et Juliette, à bientôt à tout le monde. Et bien, au revoir de la Bretagne. Au revoir, Au bonne revoir, soirée. Françoise. Au Euh, revoir. salut Françoise, à bientôt. Tu as parlé de médecine avancée, je crois. En fait, Qu'est-ce que c'est? de pratique avancée, Pratique avancée, c'est ça. ouais, Qu'est-ce que voilà. c'est exactement? Bah, vous savez, c'est les infirmières IPA, infirmières de pratique avancée. Bah, c'est des infirmières qui vont aller dans les cabinets de médecine libérale ou dans d'autres structures médico-sociales et qui vont faire le travail en amont de ce que peut faire actuellement un médecin, par exemple. C'est-à-dire prendre des tensions, prendre des mesures de poids, taille, etc. Préparer la consultation, par exemple. Ou alors, ça va être carrément de faire ça peut être aussi des ateliers d'éducation thérapeutique pour les maladies chroniques, comme le diabète, les bronchites chroniques obstructives ou les malades chroniques pour des accidents vasculaires cérébraux, des problèmes cardiaques ou des cancers. Des ateliers aussi de prise en charge collective de diabétiques, par exemple. Dans mon cabinet, quand j'ai quitté mon cabinet libéral, on avait une infirmière, alors c'était en équipe de santé libérale, mais elle faisait des ateliers collectifs de marche, de diabétiques notamment, hein, et outre les consultations individuelles qu'elle pouvait faire en prévention. Et puis, elle nous a été très utile aussi au moment de la pandémie du Covid, où elle a pratiqué entre midi et deux les tests nasaux pour détecter le Covid chez nos patients. Donc voilà, si vous voulez, c'est une délégation de tâches qui peut aider le médecin, qui peuvent aider le médecin à se concentrer un peu plus sur son travail de médecin. Et ça peut être aussi un travail administratif, pré-remplir des certificats divers et variés. Voilà. Alors, moi, ça me fait… Donc, il y a du positif probablement, mais moi, ça me renvoie à l'idée que c'est un peu déshabiller Pierre ou Pierrette pour habiller Paulette. Mm. Parce que du coup, nous, dans le maintien à domicile, donc on n'a pas nommé glissement de tâches comme ça, mais tu as bien nommé
Patrick, du coup, voilà, que les médecins, voilà, enfin, les infirmières font des choses, des actes que les médecins faisaient, que les aides-soignants font des actes que les infirmières faisaient, et que nous, auxiliaires de vie, on fait des choses que les aides-soignants faisaient, c'est-à-dire alors que ce n'est pas légal, hein, donc les toilettes au lit, et qu'on a régulièrement des bénéficiaires qui ont des certificats, enfin des prescriptions, pardon, de médecins pour de l'aide à la toilette, enfin des toilettes, de la pose de bas de contention, de la pose de péniflow, donc des tuyaux pénins, et que en fait, moi j'ai une infirmière qui m'a répondu parce que la douche de nos bénéficiaires n'était pas faite alors qu'il y avait une prescription de 2 douches par semaine, et qui m'a répondu: nous ne faisons plus les soins d'hygiène. Voilà, alors il y a probablement du positif pour vous, médecins, mais il y a une surcharge de travail sans compétences et sans rémunération associée, puisque ce sont avec la tarification à l'activité, hein, et une toilette ça coûte tant, une pose de bas de contention ça coûte tant. Bon ben nous on se retrouve à le faire. Alors qu'on n'a ni la compétence, ni la rémunération, encore moins la rémunération qui va avec. Donc voilà, c'était juste pour dire ça, et je donne la main à Christelle. Moi, je vais intervenir sur 2 choses. Du fait, voilà, quand il dit que le médecin, il dit que c'est bien malheureux qu'il n'y a plus de CHSCT. Il faut préciser que le CHSCT, il avait un pouvoir sur l'employeur, le CHSCT. Il pouvait demander des expertises au sein des associations ou de l'entreprise, et à coup sûr, c'était l'employeur qui payait cette expertise. Là, maintenant, avec la nouvelle réforme, qu'on est passé du CHSCT à la commission santé et sécurité, ça n'est plus réellement le cas. L'expertise va être payée aussi par le CSE ou une partie. Et en plus, l'employeur maintenant peut contester cette expertise auprès du tribunal, et de ce fait, ce sera le CSE qui paiera entièrement l'expertise. Donc, du fait, ça fait un peu peur, je vais dire aux élus, de se retrouver en train de payer des expertises qui coûtent entre 20 et 50 000 euros, et on en aura de moins en moins, de fait. Ça a été fait exprès. Après, moi, je pense que… Pardon, excuse-moi. Non, moi, je pense qu'il faut y aller cash, en fait. Si l'employeur n'a rien à se reprocher, il n'a aucun problème à effectuer ce… Alors, je ne sais pas comment vous dites, audit ou je ne sais pas. Tu vois ? Voilà. Par exemple, une expertise sur les… Et que s'il se préoccupe de la santé de ses… Mais ça n'existe pas, ça. Une expertise sur les risques psychosociaux, par exemple, c'est à la charge de l'employeur. Mais c'est encore très frileux par les CSE ou CHSCT d'organiser ça, parce que l'employeur sait tourner de façon intelligente le fait qu'ils vont devoir payer, etc. Or que c'est faux. Bon, bref. Et dans les experts, par exemple, en domaine de psychosociaux, suivant le questionnaire qu'ils vont employer, ça va mettre en évidence ou pas qu'il y a de la souffrance au travail. Et crois-moi, beaucoup d'employeurs savent qui ils doivent prendre pour ne pas faire voir qu'il y a de la souffrance au travail. Bon, bref, c'est encore un autre chapitre. Après, sur le glissement de tâches, le glissement de tâches, moi, je suis totalement d'accord. Les bas de contention, nous, ici dans le Nord, ça fait des années que c'est les aides à domicile qui les mettent, non diplômés. Et je ne comprends pas qu'on n'a pas eu plus de catastrophes ou que ça n'a pas fait plus de bruit. Je trouve ça un truc de fou. Moi, j'ai tenté de faire stopper tout ça parce que j'ai su qu'il y avait un monsieur qui avait eu un hématome et que l'aide à domicile avait été lui mettre son bas de contention pendant plus d'1 semaine et que c'était devenu tout violet.
Heureusement que ma fille a intervenu. Et je me suis battue pour qu'on arrête de poser ces bas de contention sans savoir au moins un minimum de choses pour poser ce truc. Ah, ça paraît, ouais. Mais on se demande au jour d'aujourd'hui, d'une façon globale, hein, que ce soit à domicile, etc., on se demande comment il n'y a pas plus de catastrophes, quoi. Ah oui, tout à fait. C'est, Oui, je pense que pour répondre à la question sur les pratiques avancées, je pense qu'effectivement, je crois qu'il y a vraiment une nécessité absolue de défendre nos métiers parce que, et de défendre notre qualification. Et ça passe effectivement par la reconnaissance salariale. Et je crois que là, c'est plutôt un combat syndical qui doit être mené. Et puis le combat de votre collectif également, hein, qui fait remonter les choses du terrain. Euh, Parce qu'il y a une offensive, bon, je dirais patronale, globale, depuis les années 70, où effectivement, parce que défendre son métier, c'est défendre une éthique, c'est défendre des valeurs, la nécessité de bien faire son travail, et avoir le sentiment de bien faire son travail, c'est la condition de la bonne santé. Hein, ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Yves Clos, qui est professeur de psychologie au Centre national des arts et métiers, de psychologue du travail. Hein, avoir le sentiment de bien faire son métier, c'est la condition de la bonne santé. Et donc, ça fait appel à la subjectivité, ça fait appel aux ficelles du métier, ça fait appel à plein de choses, au collectif de travail. Et si on ne défend pas notre qualification, nos métiers, nos collectifs de travail, je crois qu'effectivement, en face, on a face, pas toujours, mais dans la plupart des cas, notamment dans les grandes entreprises, on a face à nous des gens qui se contrefichent de la qualité de vie au travail, même s'ils en parlent, la fameuse QVT là, et qui finalement pratiquent un management par le chiffre, pratiquent un taylorisme, comment dire, exacerbé. Hein. Le taylorisme, c'est l'intensification du travail. C'est parti de Taylor, hein, dans les usines de mémoire Ford aux États-Unis, hein, le Fordisme. Et ça aboutit au toyotisme au Japon, etc., etc. Et donc ça amène les gens à se suicider. Hein. On l'a vu au Japon, on l'a vu à France Télécom. pour On le les voit hôpitaux, c'est la T2A. dans le tertiaire, on le voit à la poste, à l'hôpital, etc., etc. Donc, moi, je pense que le terme même de risque psychosocial, c'est un euphémisme. C'est-à-dire, c'est une manière d'invisibiliser encore une fois les problèmes psychiques au travail, comme le disait tout à l'heure Véronique. Et c'est voilà, il faut vraiment qu'on change notre vocabulaire. Voilà, moi je parle plutôt de décompensation psychopathologique, hein, liée au travail par rapport Ça m'étonne pas. au RPS. Je ne parle pas de RPS, mais plutôt de décompensation psychopathologique. Et parmi ces décompensations psychopathologiques, évidemment, il faut savoir que un tiers des troubles musculo-squelettiques sont aussi liés à ces décompensations psychopathologiques, à ces mal-être au travail, à cette souffrance au travail, qui sont liés en fait à cette volonté sans cesse de faire du profit sur le dos du travail et des travailleurs. Donc voilà, on vit dans un système capitaliste qui est ce qu'il est, qui est sauvage pour moi, qui est quelque chose de déshumanisant. Et nous, on est dans les métiers du lien et du soin, et on doit au contraire faire remonter à la surface ce lien humain qu'on a avec les patients et les salariés dont on a la charge. Et ça, c'est très très important de le dire, de l'affirmer haut et fort. Du coup, moi, je vais dire au revoir à tout le monde. Je dois partir. Ok, merci. Et je voulais juste vous dire, parce que là, j'essaye en même temps de vous mettre une page Facebook pour les essentiels du lien, mais il n'y a pas du tout moyen, ça passe pas. En fait, il y a une page sur Facebook qui s'appelle Accident du travail, silence, les ouvriers meurent.
cette personne fait un très très bon travail en fait sur différents. Ça concerne. C'est Mathieu Lépine, wordpress.com. Et franchement, ouais, ce qu'il fait est vraiment très très bien. Voilà. Et Oui, ben, j'en ai entendu parler. Il fait une revue de presse en fait. ouais, et tout Ouais. est recoupé et c'est sur différents métiers, enfin tous les corps de métier. Et, voilà. Et justement, il a publié un livre là, enfin, il a mis sur la page, parce qu'on parlait de livres tout à l'heure, il y a un livre qui s'appelle Mourir de son travail aujourd'hui, enquête sur les cancers professionnels Est-ce que de tu peux Anne me Marchand. redonner le nom de sa page Facebook? Ouais, j'arrête pas d'essayer de vous l'envoyer, mais ça passe pas. Accident du travail, 2 points. Ouais, Silence, virgule, des ouvriers meurent. d'accord, ok. Merci. Eh ben, une bonne soirée à tout le monde. Merci, bonsoir. Bonne soirée. Merci Bonne pour soirée, l'échange. Moi, juste par rapport à ce que tu disais, Patrick, sur le système dans lequel on est, hein, le système capitaliste, nous, alors on a fait une votation au sein du collectif pour trouver le slogan qu'on allait mettre sur nos banderoles et nos pancartes, voilà, divers et variés quand on va aller en événement et en manifestation. Et alors Laure, tu peux nous dire, ou Alex? Je remonte le fil. Bon, c'est lâché depuis mardi, depuis lundi. Hein. Ta, 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 ta. Laure, on t'entend pas. Alors, les essentiels. Mettre l'humain. Vas-y. Non, bah vas-y, si tu l'as, moi, j'étais pas sûre de moi, donc vas-y. Les essentiels. Je recommence. Les essentiels des métiers du lien et du soin, mettre l'humain au cœur de nos vies. Et ça. Humain en majuscule et vie en majuscule. Ouais. Et on partait c'était aussi en clin d'œil au médecin urgentiste qui témoigne dans le film Debout les femmes de François Ruffin et qui dit il va falloir changer de logiciel et que ce ne soit plus l'humain qui soit au service de l'économie, mais l'économie qui soit au service de l'humain. Donc voilà, on est parti à partir de ce constat-là, ce besoin-là de remettre effectivement, en tout cas de mettre l'humain au cœur des besoins et donc une économie qui reconnaisse tous ces besoins. Donc là, avec le PLFSF 2023, en ce qui nous concerne, le maintien à domicile, on sait que c'est cuit. Hein. On est déçu que par ceux en qui on croyait. Donc, on a bien vu qu'avec 1 euro d'augmentation du tarif plancher, ça ne suffira pas à augmenter les salaires, nos salaires. Pour les AESH, hein, c'est aussi un constat dramatique de non-reconnaissance et non-valorisation de vos multiples compétences. Hein, donc voilà. Mais nous sommes des experts, selon mon institutrice. Ah oui, un AESH, il doit être un expert. Moi, je confirme. Je le fais à la maison, alors je confirme. Enfin, quand tu vois les experts de la télé sur les plateaux télé, non, franchement… Non, mais quand ça devient ton inspectrice, tu te dis c'est pas possible. C'est comme ça qu'ils sont pas dans le sens du poil. Mais même,
Juliette, le concept même d'économie politique a été remis en cause par Karl Marx lui-même dans ses manuscrits de 1844, hein, où les tenants du libéralisme économique, qui étaient Ricardo et Adam Smith, mettaient en évidence le fait que, en fait, dans la relation de travail, de subordination du salarié à son employeur, en fait, il y a une vente. Le salarié vend sa force de travail contre rémunération. Mais en fait, toute l'idéologie de l'économie politique, Marx le démontre dans son livre, dans sa jeunesse, en disant qu'effectivement, les théoriciens de cette économie politique nient une partie de notre humanité, en fait. Donc, je ne rentre pas dans les détails, mais c'est un peu ça, quoi. Et donc, finalement, l'économie politique est une véritable imposture au sein même de l'humanité. C'est-à-dire que moi, je ne mettrais même pas l'économie au service de l'humain, c'est la politique qui doit être au service de l'humain. Parce que l'économie politique, c'est une imposture. Et aujourd'hui, quand vous avez le prix Nobel d'économie qui est décerné à 3 personnes qui sont eux-mêmes responsables de la faillite du système économique, enfin, c'est à se cogner la tête contre les murs. Ça n'a pas de sens. Donc l'économie politique, c'est le déni de l'humanité. Et lisez ce manuscrit de 1844 et vous verrez que c'est absolument évident que ce système capitaliste qui est très récent, hein, qui date que de 2 siècles, ne représente absolument pas l'histoire de l'humanité. Mais voilà, pour moi, c'est une imposture, le terme d'économie même. Mais on sera toujours déçu des politiques, je crois. Alors ça, c'est aussi de notre responsabilité. Oui, d'aller voter. Je suis d'accord. Pas que ça, mais disons, de la servitude volontaire de la masse qui subit et qui tolère de vivre dans la société dans laquelle on vit. Donc, voilà. Oui, Donc, après, c'est ça. L'individualisme aussi. On s'en fout du voisin. c'est plutôt Étienne de la Boétie auquel on fait appel, de la servitude volontaire. Et là, il y a un truc phénoménal quand même qu'il a fait Macron à partir de janvier 2020. Avant, les associations à but non lucratif, donc ça pouvait être les EHPAD, les aides à domicile, etc., n'étaient pas réellement censés faire de bénéfices. Ils devaient réinjecter pour du matériel ou pour payer les kilomètres des filles ou des choses comme ça. Là, depuis, il a ouvert ça en fin d'année 2019. Il a autorisé le changement des statuts des associations à but non lucratif. Donc, les statuts, maintenant, c'est association à but non lucratif et investissement. Donc, tout est permis. On prend les capitaux, on va investir dans autre chose. La société mère qui a donné les capitaux est très faible au niveau action. Du fait, le principal actionnaire devient le directeur des associations. Et vous voyez, tout et n'importe quoi. Et c'est un grand schéma pour détourner l'argent de nous, puisque c'est nous qui payons nos impôts. Et c'est tout un capitalisme infernal que Macron a mis sur pied avec les associations à but non lucratif. On se dit que le capital, c'est le travail mort. C'est-à-dire que c'est du travail volé, en fait, au travail vivant. Il est notre travail. Notre travail, il est vivant. Et tout ce qui concourt à faire de l'argent pour l'argent, c'est du capital, c'est du travail mort. En fait. Mmh. Et c'est très morbide, en fait, comme système. C'est très névrotique. Voilà, C'est névrotique. c'est une névrose morbide, en fait. C'est une pulsion de mort, alors que nous, on est plutôt du côté de la pulsion de la vie. Dans le respect des patients, des salariés dont on a la charge, dans les valeurs qu'on porte. On est plutôt du côté d'Eros et pas du Thanatos. Le capitalisme, il est du côté du Thanatos, de la mort, de la pulsion de mort, du suicide collectif, de la destruction environnementale. Hein, on le voit aujourd'hui, hein, avec le réchauffement climatique, qui n'est pas lié à je ne sais quelle cause irrationnelle, mais c'est lié effectivement au système capitaliste, à l'urbanisation croissante, au rapprochement des animaux sauvages des humains, etc., lié à l'urbanisation, à l'argent, voilà, au système de l'argent qui fait de l'argent, et qui construit un monde complètement voilà, pollué dans lequel on vit. Donc voilà,
C'est ça, c'est pour ça que voilà, faut essayer de lutter contre tout ça. Oui, on essaye, on essaye. On Voilà. essaye, on essaye. Ah oui, on essaye. C'est vrai que Est-ce que toutes les questions ont trouvé réponse ou tu en vois encore une, Patrick? je crois que j'avais répondu à peu près tout. Je vais vous envoyer ce que j'ai écrit et voilà, comme ça vous aurez un écrit un peu plus précis. Alors si, il y avait une question, mais j'ai pas pu répondre. Je suis en invalidité catégorie 1 depuis bientôt 3 ans. Je travaille 67h50 par mois. J'aimerais savoir s'il y a un minimum et un maximum d'heures à ne pas dépasser. Alors ça, moi, je peux pas répondre à ça. Par contre, Je je peux peux orienter la répondre. personne vers une assistante sociale, soit de la CPAM, soit de la CARSAT. Je peux répondre. Sur son document d'invalidité qu'elle a reçu, elle a le nombre d'heures. En fait, c'est pas le nombre d'heures, mais c'est le salaire brut duquel elle ne doit pas dépasser pour pouvoir continuer à toucher sa pension d'invalidité. Il faut savoir aussi que la pension d'invalidité, elle va se calculer par rapport à son salaire. Donc oui, elle peut travailler puisque c'est de la catégorie 1. Sauf qu'elle sera recalculée. Je vais dire une bêtise. Si elle ne doit pas dépasser 600 € par mois, si elle, et qu'elle touche à côté de ça 400 € de pension d'invalidité, si elle travaille 800, bah, elle sera réduite à 200, sa pension. C'est recalculé. Elle fait comme du RSA, en fait. Elle déclare ses revenus trimestriellement et eux recalculent la pension d'invalidité. Il faut savoir aussi que si elle est perdue, par exemple, pendant un trimestre ou un semestre, dès qu'elle va réduire les heures de travail, ils vont refaire un calcul. D'accord. Alors ça, c'est Sandra, alias Rose Rose, qui avait posé cette question sur notre page. Alors, moi, je vais lui répondre. Rose Rose, je la connais. Je suis dans le même cas. J'étais dans le même cas, donc je peux expliquer ce système. Bah super, du coup, Christelle, parce que j'ai vu qu'elle avait essayé de se connecter en début de visio et puis après, elle a disparu. Donc, la dernière fois, elle avait essayé de se connecter aussi sur celle du droit du travail et syndicalisme. Et elle était voilà, dépitée de ne pas avoir pu participer. Donc, je vais lui envoyer un petit message privé. Si toi, tu la connais aussi. Oui, dis-lui qu'elle me contacte. Je vais lui répondre. D'accord. Bon, bah super. Et en plus, ce qu'il faut rajouter, c'est que si elle a besoin d'informations complémentaires, comme l'invalidité est un dispositif de la CPAM, elle peut aussi contacter une assistante sociale de la CPAM. Oui, tout à fait. Ok. Et moi, j'ai beaucoup de casquettes dans le social. On avait aussi une personne qui s'appelait Matou Bech, qui s'est connectée à un moment et puis qui a disparu. Donc, on va essayer de retrouver qui c'est. Voilà. C'est bien. Est-ce que les unes, les uns, vous avez quelque chose à rajouter avant qu'on conclue peut-être cette visio? Moi, je dirais que c'était très intéressant, comme la dernière, et que nous avons un médecin du travail très investi. Et bravo, parce qu'ils ne sont pas tous. Merci beaucoup de cette invitation et peut-être, comme dit Véronique aussi, à se revoir ultérieurement s'il y a d'autres débats intéressants à faire ensemble. Et merci particulièrement à Juliette qui est l'animatrice de ce collectif. Alors, je ne suis pas l'animatrice, voilà, on est un collectif, donc on est tous et toutes, voilà, c'est juste que moi, comme c'est moi qui ai le Zoom professionnel, du coup, le logo apparaît sur, mais voilà, c'est un collectif qui travaille et qui décide collectivement. D'accord. Alors, on devait avoir Laura, en fait, qui est une des cofondatrices du collectif, mais qui… Alors, je n'ai pas vu, elle a peut-être essayé. Je ne sais pas si vous avez vu les copains Non, je ne l'ai pas vu. D'accord. Non, j'ai Alors, pas elle a vu. peut-être essayé de nous envoyer des messages parce qu'elle a eu un gros bug avec son ordinateur depuis hier. Donc, qui était censé conclure cette visio. Donc, je ne sais pas, Laure, Alexis, vous prenez la main ou…
Bah écoute, tu la continues. Ok, alors donc évidemment merci, merci à vous toutes et tous. Un grand merci à Patrick et à Véronique. Et je voulais juste annoncer la prochaine visio qui aura lieu le 23 novembre, qui sera spécifiquement sur le secteur du maintien à domicile. On a la chance d'accueillir une directrice de structure. Donc, c'est une structure privée qui est sous forme de SCOP. C'est la seule structure du maintien à domicile en SCOP, donc qui se trouve en Loire-Atlantique. Donc, ce sera Gaëlle Batteur qui viendra co-animer cette visio et qui expliquera, puisque notre secteur est entièrement financé par de l'argent public, en quoi donc des structures qui n'ont pas la main sur la revalorisation salariale, quoique eux, ils arrivent, grâce à leur statut juridique, de faire un petit plus que ce que ne fait pas le gouvernement. Et en quoi, en revanche, ils travaillent sur l'amélioration des conditions de travail au sein de l'entreprise et sur la coopération réelle des salariés de terrain avec les responsables de secteur et la direction. Et elle sera co-animée aussi par Véronique Mendiant, qui est une salariée, elle, du secteur associatif du maintien à domicile, qui a été auxiliaire de vie pendant de longues années et qui a intégré les bureaux et qui donc est passée de l'autre côté de la force. Donc, après avoir demandé, proposé un poste mixte pour faire de l'interface entre le terrain et le bureau, ce qui lui a été refusé par manque de moyens, toujours la même réponse. Et depuis qu'elle est passée responsable de secteur, donc elle fait la gestion des plannings, elle a vu à quel point la charge mentale était énorme pour les personnes aussi qui gèrent les plannings, mais à quel point aussi il était bénéfique que des salariés de terrain intègrent les bureaux, parce que ça apaise les relations et les conditions de travail, dans le sens où une ancienne auxiliaire de vie connaît le terrain et qu'elle est beaucoup plus réactive quand il y a des problématiques sur des prestations, sur du logement, de l'adaptation, de la non-adaptation du logement et autres problématiques. Et donc, ça sera… on n'a pas encore trouvé le titre de la visio, mais on y a travaillé un petit peu lundi soir. Donc, pour vraiment essayer de trouver un titre qui dise, voilà, il y a deux côtés, mais il faut travailler ensemble. Donc, côté salarié de terrain et côté bureau. Donc voilà, et ça sera le 23 novembre. On reprend un horaire du soir pour accueillir le plus possible de collègues aides à domicile et auxiliaires de vie. Et si vous souhaitez, mais enfin je pense que là tout le monde a les contacts de tout le monde, mais on invite en général les gens qui sont là et qu'on ne connaît pas, et ce qui s'est passé à la première visio, à laisser leurs coordonnées pour rester en lien, bien sûr, puisque l'intérêt du collectif, c'est de fédérer et d'élargir les champs, les espaces de discussion et de réflexion. Et toute aide est la bienvenue. Venez. Karine, un petit mot peut-être? J'ai trouvé encore une fois de plus la réunion très intéressante. Hein. Je serai là pour la prochaine. Et bonne fin de journée à tous et toutes. Et merci encore. Merci à tous. Au revoir, à bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Mignon. Au revoir. Au revoir. Au revoir. À bientôt.